responsabilité. Alors je me suis quand même posé une question de droit international avant d'évoquer le sujet. Je me suis posé la question de savoir si la distinction des régimes de responsabilité entre hébergeurs et éditeurs était une distinction qui relevait de la loi française lorsque le juge français est effectivement saisi et quelle était la loi applicable notamment à la détermination du régime de responsabilité, parce que c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, je suis infiniment modeste dans ma connaissance du droit international privé, et on a eu ce matin une intervention particulièrement brillante de Tristan Azzi. Il semble qu'on puisse s'en tirer par une pirouette, puisque dans le droit, dans les grands principes de droit international privé, une fois qu'on a déterminé la loi applicable au litige en matière de responsabilité civile, et donc les droits de la personnalité sont assimilés à la matière des délits, comme on vous l'a dit ce matin, donc des délits civils, donc de la responsabilité civile. Une fois qu'on a déterminé la loi applicable à la responsabilité civile elle-même au fond, c'est cette loi qui va régir le régime de responsabilité, l'application d'un régime particulier de responsabilité, la détermination du fait générateur de responsabilité et la détermination des causes d'exonération. Bon. Donc je pense qu'en appliquant simplement cette théorie générale du droit international privé, on peut considérer que la distinction entre éditeur et hébergeur, une distinction qu'on connaît puisque l'hébergeur a une responsabilité allégée au regard de l'article 6 de la loi LCEN, cette distinction va s'appliquer mécaniquement à partir du moment où on aura déterminé que la loi française s'applique au fond du litige. Donc comme ça, je m'en sors bien. Et je peux éluder les questions de l'international privé un peu plus pointues, mais il semble que la solution soit assez cohérente. Bon. De sorte que cette distinction entre hébergeur et éditeur s'appliquera en France à un litige international. Un litige complexe, hein, comme il était dit ce matin. Alors, pour parler de complexité, on peut dire que le droit de la presse nous sert bien en cette matière, puisque il y a deux régimes différents qui vont s'appliquer en droit de la communication. Il y a le régime qui est prévu par l'article 6.1, 2 et 6.1.7 de la loi LCEN, qui était évoquée à l'instant par Nathalie Mallet-Poujol, qui est donc le régime général de l'hébergeur de la loi LCEN du 21 juin 2004. Mais il y a aussi le régime spécifique pour les contributions d'internautes à des espaces publics de discussion, qui est prévu, lui, par le dernier alinéa de l'article 93.3 de la loi du 29 juillet 1982, et qui va s'appliquer à toutes les hypothèses dans lesquelles le procès va être engagé sur le terrain de la loi sur la presse. Donc on a donc bien cette distinction fondamentale. Hors loi sur la presse, donc droit de la personnalité notamment en nos matières, c'est l'article 6 de la LCEN qui va s'appliquer pour déterminer les conditions d'engagement de la responsabilité lorsque on a affaire à un hébergeur. Et dans l'orbite du droit de la presse, on va avoir à appliquer non pas l'article 6 de la LCEN, mais le dernier alinéa de l'article 93.3 de la loi sur la presse, ce qui change les choses, puisque le législateur, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, le législateur a fait un régime différent, légèrement différent, selon les cas, et je vais donc aborder successivement ces deux régimes. Donc, le régime de l'article 6 de la LCEN, tout le monde le connaît, l'hébergeur a une responsabilité allégée, et cette responsabilité ne sera pas encourue lorsqu'il a eu une connaissance effective des faits et il a retiré promptement les contenus qui lui ont été signalés. Donc, notification de contenu illicite, prompt retrait des contenus, pas de responsabilité des hébergeurs. Toute la question, évidemment, est de savoir dans quelles conditions les notifications de contenu illicite vont être suffisamment efficaces pour engager
la responsabilité des hébergeurs. Cette responsabilité allégée des hébergeurs, elle est d'ailleurs pas seulement française, puisqu'elle prend sa source dans l'article 15.1 de la directive européenne sur le commerce électronique, qui précise très clairement que les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires d'hébergement pour les fournisseurs des services visés aux articles 12, 13 et 14 de la directive, donc notamment les hébergeurs, c'est l'article 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances relevant des activités illicites. Donc c'est cet article 6 de la loi LCEN, c'est la transposition en droit français de l'exigence qui procède de l'article 15.1 de la directive. Alors, qu'est-ce qu'une notification de contenu illicite efficace au regard de la loi LCEN? La grande question qui s'est posée, la LCEN est de 2004, elle a été, la question a été résolue en 2011 par la Cour de cassation. La grande question qui s'est posée était de savoir dans quelles conditions cette connaissance pouvait être démontrée. Il y avait deux possibilités. Soit on considérait que l'article 6 de la loi LCEN, qui comporte un cas de figure très précis, était le seul moyen de donner connaissance de contenu illicite de manière efficace, soit on considérait que finalement, tous les moyens étaient possibles et envisageables, puisque je vous rappelle que l'article 6 dit ceci: la connaissance des faits litigieux, donc par l'hébergeur, est présumée acquise par les personnes désignées au 2, c'est donc l'hébergeur, lorsque leur sont notifiés les éléments suivants. Date de la notification, si le notifiant est une personne physique, c'est nom, prénom, profession, domicile, etc. Les noms et domicile du destinataire, la description des faits litigieux, leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré et les dispositions légales qui sont invoquées par celui qui notifie des contenus illicites. Bon. Quid des notifications qui ne comportent pas tous ces éléments? C'était ça toute la difficulté, puisqu'on était confronté souvent à des notifications qui ne comportaient pas tous ces éléments. Et c'est vrai que quand on lisait la loi LCEN, on avait l'impression que le fait que tous ces éléments soient mentionnés présumait acquise la connaissance des contenus illicites, mais qu'il pouvait éventuellement y avoir d'autres moyens pour donner connaissance des contenus. C'est une question qui a été tranchée, me semble-t-il, de manière assez claire par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2011. Et dans cet arrêt du 17 février 2011, la première chambre civile a clairement dit ceci: la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte. L'ensemble des mentions prescrites par ce texte. Bon. On a donc une position, me semble-t-il, assez claire qui a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui considère à ne retenir qu'une seule voie sur le terrain de la LCEN pour donner connaissance des contenus illicites à l'hébergeur, c'est la présence d'une notification comportant l'ensemble des mentions. Or, ces mentions, elles sont nombreuses, elles sont très précises. Elles sont très précises et on peut considérer que le simple fait qu'une seule mention soit absente serait de nature à faire obstacle ensuite à l'engagement de responsabilité de l'hébergeur. Et on a des cas, on a un cas qui a été rendu, on a une affaire qui a été jugée récemment par la Cour d'appel de Bordeaux, du 10 mai 2012, qui a été publiée dans les J-Press, où le simple fait qu'il n'y ait pas la profession, par exemple, du requérant, pouvait suffire à ce qu'une notification de contenu illicite ne soit pas efficace. Bon. Donc une vision très stricte des exigences de notification à l'hébergeur qui procède de cet arrêt de février 2011 et qui est a priori désormais suivi par les juges du fond. La deuxième question qu'on pouvait se poser,
était de savoir si une fois un contenu notifié est présenté comme illicite, l'hébergeur devait automatiquement y faire droit et avait ou n'avait pas un pouvoir d'appréciation par rapport à cette notification. Là, c'est une question qui, à mon avis, a été tranchée dès l'origine par le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel avait été saisi à la suite de l'adoption de la loi LCEN d'un recours immédiat, et le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui est la décision 2004-496 DC, et vous verrez dans l'alinéa 9 de cette décision que le Conseil constitutionnel fait une réserve d'interprétation. Il fait une réserve d'interprétation qui précise que l'hébergeur ne doit retirer les contenus qui lui sont présentés comme illicites qu'à la condition qu'ils soient manifestement illicites. Manifestement illicites, donc on retrouve ce concept qui est proche de celui qu'on a en matière de référé, notamment, bien évidemment, sur le terrain de l'article 809 du Code de procédure civile. Il ne faut pas qu'il y ait de discussion possible. Normalement, le manifestement illicite, c'est une exigence qui est forte, qui est posée par le Conseil constitutionnel et qui a été posée immédiatement dans des réserves d'interprétation de la loi. Et on en a des exemples. On en a notamment un exemple dans une ordonnance de référé du 4 avril 2013 qui avait été rendue par un juge des référés de la 3e chambre du tribunal dans une affaire qui opposait la société H&M à la société Google, où le juge des référés avait dit, attention, il ne faut pas seulement que le contenu soit éventuellement diffamatoire. Il faut qu'il y ait un trouble manifestement illicite. Ce qui veut dire que une diffamation pas évidente, une diffamation où on n'a pas les éléments, etc., ça peut poser problème. Et il a même précisé qu'en référé, il considérait qu'en matière de diffamation, dès l'instant que l'auteur de la diffamation n'était pas là pour apporter, le cas échéant, toute preuve utile, eh bien, le juge ne pouvait pas considérer qu'il y avait un trouble manifestement illicite sur le terrain de la diffamation. Ce qui est, me semble-t-il, de bon sens. C'est-à-dire qu'une diffamation, ça suppose d'apprécier s'il n'y a pas éventuellement des éléments de fait qui viendraient la justifier au titre de la bonne foi, au titre de la vérité. Et ça, l'hébergeur n'a pas la possibilité d'apporter ces pièces-là. Donc il y a cette réserve importante en matière de diffamation, une notification de contenu illicite. Elle ne sera effectivement manifestement illicite que dans les cas qui sont, à mon avis, très rares. Troisième problème qui s'est posé, là encore de manière assez récurrente, c'est la question des contenus qui réapparaissent. Un contenu a déjà été notifié, l'hébergeur l'a retiré, et puis ce contenu va réapparaître. Est-ce que la première notification vaut ad vitam aeternam pour empêcher la réapparition, pour obliger l'hébergeur à faire en sorte que les contenus ne réapparaissent pas? Sur ce point, on a maintenant toute une jurisprudence qui, franchement, est assez fournie, puisque cette question a été également évoquée par la première chambre civile dans plusieurs arrêts du 12 juillet 2012 qui ont fait pas mal de bruit, qui concernaient la société Google. Il y a toute une série d'arrêts 12 juillet 2012 qui considèrent que l'hébergeur n'a en aucune manière une obligation générale de surveillance. Donc, chaque fois que ça réapparaît, il faut renotifier une notification de contenu illicite, à défaut de quoi on ne peut pas engager la responsabilité de l'hébergeur parce qu'on a fait une précédente notification quelques mois avant qui avait été suivie des faits. Donc là encore, la Cour de cassation a rendu des arrêts convergents. À la suite de ces arrêts, j'ai l'impression que toutes les juridictions du fond ont clairement suivi. On a notamment un jugement du TGI de Paris de la 3e chambre du 13 septembre 2012
qui a été rendu dans une affaire qui concerne TF1 et Dailymotion, qui repose le même principe. Et on a un arrêt tout récent dans une affaire YouTube contre SPPF du 21 juin 2013, qui, à nouveau, dit clairement pas d'obligation générale de surveillance qui obligerait, qui contraindrait en réalité l'hébergeur à mettre en place tout un système de contrôle préalable pour vérifier que ça ne réapparaît pas. Donc ces questions-là sont à peu près réglées. Alors, il y a une question par contre qui reste aléatoire, mais qui sera probablement toujours parce que c'est une question de fait. C'est déterminer la notion de prompt-retrait. Qu'est-ce qu'un retrait prompt? Bon, ça dépend évidemment des circonstances, ça dépend probablement aussi de la personne de l'hébergeur, ça dépend du nombre d'URL qui lui sont notifiés. On est là vraiment sur une question d'espèce. Et il n'y a pas d'unification, il y a beaucoup de solutions qui sont très variées. Le fait est que pro-retrait, c'est quand même le plus rapidement possible. Et pour une seule URL, il est très probable qu'un délai de 48 heures sera généralement considéré comme trop long. Après, c'est sûr que si on notifie à un hébergeur 500 URL d'un seul coup, on peut penser que le délai pourrait être quand même un petit peu plus long, mais il n'y a pas de réponse de la jurisprudence, une réponse carrée sur la question. J'en viens maintenant, voilà le régime de l'article 6 de la LCEN tel qu'on peut le décrire aujourd'hui, les questions qui ont été réglées et celles qui n'ont pas été réglées. J'en viens maintenant au régime de la loi de 1881. C'eût été tellement simple de prévoir les mêmes conditions de notification de contenu illicite. Eh ben non. Le législateur n'a pas prévu les mêmes conditions de notification de contenu illicite. Il a prévu des conditions qui sont beaucoup plus souples. Et aujourd'hui, on a sur cet article 93.3, dernier alinéa, dit ceci: lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication publique en ligne et mis par ce service à disposition du public dans un espace de contribution personnelle identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne, ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. Il n'y a plus, comme pour la LCEN, le système des mentions précises à fournir au directeur de la publication. C'est simplement le point de savoir s'il a eu une connaissance effective ou pas du message qu'il héberge et qui, par définition, est en général un message diffamatoire. Voilà. Donc on a cette dichotomie entre les deux régimes qui est un peu invraisemblable. On pourrait soutenir évidemment que, par analogie, il faut en matière de diffamation appliquer les mêmes critères stricts que ceux qui sont prévus par l'article 6 de la loi LCEN. C'est une voie possible. Je ne suis pas sûr que ce sera la voie qui sera suivie. En tout cas, la Cour d'appel de Rennes, par exemple, ne l'a pas suivie pour l'instant, dans un arrêt qui est frappé de pourvoi. On ira donc dans des conditions de notification plus souples. Et puis, cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes également a jugé qu'il n'était même pas nécessaire que le directeur de la publication soit informé en personne. Il suffisait en réalité d'écrire au service de modération pour donner une connaissance effective des contenus au directeur de la publication, ce qui pose à mon avis un vrai problème, mais je ne suis pas très objectif sur cette décision, je vous le dis tout de suite, mais qui pose quand même un vrai problème de connaissance effective du directeur de la publication, dès l'instant qu'il n'a pas été saisi lui-même personnellement de la demande. En matière de droit de réponse, ça ne viendrait pas à l'idée d'avoir une solution comme ça. En matière de droit de réponse, c'est le directeur de la publication qui a une responsabilité pénale personnelle. C'est à lui qu'il faut écrire. Ça a été jugé, archi-jugé des dizaines de fois. Hein, et il me semble assez logique, dès l'instant qu'on est sur le terrain d'une responsabilité pénale personnelle, que ce soit la personne elle-même qui soit saisie d'une notification de contenu illicite. Donc on a cette distinction qui est aberrante. Alors, ces questions sont soumises à la Cour de cassation, chambre criminelle, hein, et celle-ci nous dira certainement très vite ce qu'il en est.
Un dernier point, et j'en aurai terminé. Je voudrais évoquer devant vous, parce que j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens, la combinaison de ces questions de notification de contenu illicite et la prescription de 3 mois. Parce qu'on voit fleurir, ça et là, des décisions qui viennent dire que finalement, même si les contenus sont en ligne depuis plus de 3 mois, là je parle évidemment des infractions de presse et non pas des affaires de droit de la personnalité qui ne sont pas soumises à la prescription trimestrielle, mais même si les contenus sont en ligne depuis plus de 3 mois, eh bien ma foi, on peut quand même notifier des contenus illicites et on peut quand même agir et effectuer une action en retrait devant le juge des référés, qui relève donc de l'article 618 de la loi LCEN, puisque là, la loi LCEN va s'appliquer, même si les contenus, en réalité, ne sont pas susceptibles d'être attaqués au fond, puisqu'ils sont prescrits. Alors, pour moi, c'est totalement impossible. Pour moi, c'est totalement impossible, puisque une ordonnance de référé est par nature provisoire. Par nature provisoire. Donc, il me semble tout à fait impossible qu'un juge des référés qui prend une décision par nature provisoire vienne dire c'est un trouble manifestement illicite, j'ordonne quand même le retrait, alors qu'il sait pertinemment qu'au fond, l'action est prescrite. Ça me paraît tout à fait invraisemblable. Et c'est si vrai que la Cour de cassation, dans un arrêt qui finalement est assez peu connu, il n'a pas fait beaucoup de bruit cet arrêt, mais la Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2008, pourvoi numéro 07 15430, publié au bulletin, la Cour de cassation a considéré, a appliqué la prescription trimestrielle de l'article 65 à une action qui avait été engagée en retrait de contenu illicite sur le terrain de l'article 618 de la loi LCEN, dès lors que l'illicéité qui était présentée à l'hébergeur était une illicéité qui était présentée comme une infraction à la loi sur la presse. Donc il y a, à mon avis, une cohérence dans cette décision de la première chambre civile qu'il faut conserver, mais cette question est actuellement un peu flottante. Elle est un peu flottante, et je voulais donc l'évoquer. Voilà.